けたいギリギリの勝負でゲットライフ時間はそんなにないぜそれがスタートウェイ I want this only 探し求めるあの金色の光の中で誰かを傷つけて自分も傷ついてだけど終わらずにただ追い求め何も見えてないけれど Hard why きっとこのままの Pain Trans Continue Bien le bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va continuer cette fameuse série de Qui est le GOAT, où je m'intéresse aux plus grands boxeurs de l'histoire de certaines catégories. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la catégorie reine, les heavyweight. Donc une catégorie que à peu près tout le monde connaît, tout le monde connaît les plus grandes légendes. Je vais en parler de beaucoup aujourd'hui. Et c'est sûrement la catégorie où où il y aura le plus de débats, mais moi j'ai fait un top 10 que je juge indiscutable parce que c'est moi qui l'ai fait, voilà. Non, bien sûr, il n'est pas indiscutable, on peut toujours en discuter d'absolument tous les classements. Et je vous présente le mien. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le lire dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Voilà, il est donc voilà, peu voilà, commençons d'entrée avec mon numéro 10 qui est Floyd Patterson, que normalement beaucoup connaissent. Premier boxeur premier poids lourd entraîné par, enfin du moins poids lourd de renom entraîné par Cus D'Amato, célébrissime entraîneur de Mike Tyson, qui à la base, c'est toujours très important de le souligner, n'est pas un heavyweight. À la base, c'est un middleweight. Là, la photo que je vous ai montrée, celle-là, c'est la photo de sa victoire aux Jeux Olympiques et il gagne la médaille d'or en middleweight. Donc ce n'est pas un heavyweight de base. Et bon, il va très vite monter chez light heavyweight, mais maintenant, il va très vite passer de middleweight à heavyweight dans sa carrière professionnelle. Mais rappelons ça et poinçons ça à fond, ce n'est pas un heavyweight normal, même pour l'époque. Et donc il va faire quelques combats en middleweight et il va déjà affronter quelques petits noms, enfin quelques vrais noms de la catégorie. Il va vite, monter chez light heavyweight où il va enchaîner un certain nombre de succès et il va aussi encaisser sa première défaite, notable. Mais aussi très rapidement monter chez les heavyweight où il va avoir un run très impressionnant, notamment face à un adversaire qui va être très, très, très accroché. Ça va être un combat en 10 rounds et Patterson va vraiment souffrir. Enfin, de ce qu'on en sait, parce que je crois pas qu'il y ait l'image de ce combat et j'ai oublié le nom de l'adversaire malheureusement. Mais Patterson va vraiment souffrir pendant ce combat, mais va quand même glaner la décision. Et suite à ce combat, qui était une demi-finale mondiale, il va obtenir sa chance mondiale pour le titre vacant, qui a été laissé par Rocky Marciano qui a pris sa retraite. Voilà, énorme regret qu'il n'y ait pas eu l'affrontement entre les deux hommes. Et Floyd Patterson va affronter, mais une autre légende absolue, qui était Archie Moore. Bon, qui, oui, est un light heavyweight, j'en ai longuement parlé dans ma vidéo sur les light heavyweight, mais qui a eu un énorme taux de succès en heavyweight, qui a fait un combat mythique et a envoyé à la retraite Rocky Marciano. Et donc, il se présente et Floyd Patterson, voilà, alors qu'il n'a pas un avantage physique énorme, va détruire Archie Moore en 5 rounds. Énorme prise de titre et à seulement 21 ans. Et à cette époque, il devient le plus jeune champion du monde de l'histoire des lourds et peut-être même, un des plus jeunes de l'histoire de la boxe. Je crois qu'il y en avait eu un autre, j'ai plus le nom en tête, mais qui je crois a été sacré à 19 ans.
Je me demande si c'était pas un bantamweight, enfin je sais plus, mais voilà, c'est au tout début du siècle et voilà, il devient le plus jeune champion de l'histoire des heavyweights et il va défendre et là arrive, la période un peu, trouble de la carrière de Patterson, ben, ce sont ses règnes et notamment son premier. Bon, sa première défense de titre, il la prend face, à celui qui lui avait donné beaucoup de mal lors de sa demi-finale mondiale. Il le bat par KO, enfin il me semble. Et ensuite, ben, il bat le nouveau champion olympique qui venait enfin, qui avait même pas fait un seul combat en pro. Il a déjà sa chance mondiale face à Floyd Patterson qui est déjà très rodé. Donc forcément, bon et malgré tout, Floyd, il est mis dans le mal parce qu'il va au sol au 1er round, mais il le bat, par la suite assez facilement, je crois en 6 rounds et après je crois qu'il enchaîne 2 nouvelles défenses de titre face à des mecs qui sont pas rentrés qui sont pas restés. Jusqu'à ce qu'en 1959, il me semble, de souvenir, il affronte pour la première fois le champion, d'Europe qui était, heu, Ingemar Johansson et upset de dingue, personne s'y attendait. Johansson détruit avec une violence mais inhumaine Floyd Patterson en 3 rounds. Pardon, il l'envoie 7 fois au tapis dans un seul round, ce qui aujourd'hui est proprement impossible. Aucun arbitre laisse passer ça. Et voilà, Ingemar Johansson le détruit avec une violence inouïe. Mais Floyd Patterson, ben, il a des couilles, c'est un immense boxeur, bien sûr. Un an plus tard, il prend bien le temps de se poser pour, reprendre des forces. Il y a la revanche et il te fait une revanche magnifique. Johansson n'est pas enfin, je pense ne s'attendait pas à un combat comme ça de la part de Patterson et Patterson le démonte en ouais, quand même le domine nettement et le met KO avec le mythique Gazelle Punch qui sera parfaitement repris par Mike Tyson des années plus tard et au 5e round avec un KO mais Johansson est resté, plusieurs minutes au sol inconscient, ce qui est enfin vraiment ce KO est assez terrifiant et bien sûr, 2 combats, une victoire partout et 2 KO extraordinaires. Qu'est-ce que ça à quoi ça amène? Ça amène à un 3e combat et le 3e combat, oh là là! Avec déjà un premier round, mais qui est un des plus grands premiers rounds de l'histoire de la boxe. Johansson envoie 2 fois Patterson au sol, mais Patterson répond et l'envoie aussi au sol. L'intensité est dinguissime et ça va batailler, batailler jusqu'au 6e round où encore une fois sur un Gazelle Punch, Patterson va mettre KO Johansson de façon magistrale et devient le premier boxeur heavyweight à reconquérir sa ceinture. Et après, je crois je sais plus s'il enchaîne, d'autres défenses de titre entre le 3e combat contre Johansson et son prochain challenger. Je crois que même pas, je crois que directement après le 3e combat contre Johansson, il prend Sonny Liston, il fait pas le poids, il se fait massacrer dès le 1er round. Il y a une revanche mais qui sera pas plus fructueuse. Et après ça, ben, il va s'acharner malgré tout, il va rester, dans la course. Il va faire un combat mais dinguissime face à Georges Chuvalo qui était la terreur, hein, qui était vraiment la terreur de la catégorie à ce moment-là. Et après, et ben, et ben, il va battre Jerry Query et Jimmy Ellis et devenir 3e fois champion du monde. Voilà et ceux qui connaissent savent que non, il va se faire voler les 2 fois. Mais moi, j'en ai rien à foutre, je le considère comme étant 3 fois champion du monde. Dans les faits, c'est pas du tout le cas, enfin et oui, c'est vrai, je suis pas dans le déni, c'est vrai que dans les faits, c'est pas le cas, mais moi, j'en ai rien à foutre. Il bat, les 3 là, ces 3 combats-là parce qu'il va combattre deux fois Quarry, pardon et il gagne. J'en ai rien à foutre, il gagne. Donc voilà, Patterson, vraiment immense, carrière heavyweight sans être heavyweight. Et c'est pour ça que la 10e place, c'est le minimum pour un homme comme ça, comme celui-là. Voilà. Et sur ces mots, passons au numéro 9, Lennox Lewis. Donc, énorme saut dans le temps, 30 ans plus tard, enfin même plus de 30 ans plus tard, on a un Lennox Lewis, pardon, boxeur britannique.
bon, qui a beaucoup, qui était au Canada, sur le début de sa vie, enfin, ouais, sur le début de sa carrière amateur, il était au Canada et il va avoir beaucoup de succès. Je crois qu'il va devenir champion du monde et il va faire 2 olympiades. Et en 88, il va avoir, sa médaille d'or face à Rigbo. Il passe pro, il enchaîne KO sur KO sur KO. Il devient champion d'Europe et normalement, enfin, et il bat de façon magistrale, Razor Ruddock, Donovan Razor Ruddock, qui avait été le dernier grand adversaire de, heu, Mike Tyson avant que Tyson aille, en prison. Et sur le Ruddock, il le détruit, mais enfin, avec une violence extrême. Et ce combat-là est une demi-finale mondiale qui aurait dû l'amener à un combat face à Riddick Sauf que Riddick eh ben, voilà, lâche sa ceinture dans une poubelle littéralement et la WBC laisse, enfin, donne cette ceinture, voilà, c'est même pas une ceinture vacante, il la donne à Lennox Lewis et le premier championnat du monde de Lewis. Moi, c'est un combat que j'adore face à Tony Tucker qui aurait pu être un grand adversaire de Tyson s'il avait pas eu, enfin voilà, s'il y avait pas eu un concours de circonstances Tucker est toujours là et il te fait un super combat mais malgré tout dominé par Lewis. Qui remporte la décision, donc ça va au point. Après Lewis enchaîne 2 défenses de titre face à des mecs dont j'ai même plus le nom en tête. Puis, arrive l'accident industriel, hein, appelé Oliver McCall, qui finit par battre Lewis et Lewis, enchaîne un long chemin de croix où il affronte, malgré tout des noms, il affronte Ray Mercer, exceptionnel combat et il affronte, bon, Tommy Morrison, mais qui n'y est plus, voilà, qui a d'énormes soucis en dehors du ring et voilà, Tommy Morrison fait pas le enfin, il tient les 6 rounds, mais il fait absolument pas le poids et ce run, malgré tout très impressionnant, lui amène en 97, je crois, lui amène à sa revanche contre, Oliver McCall pour la ceinture vacante parce que McCall l'avait perdu face à Frank Bruno, qu'il avait perdu face à Tyson, que Tyson l'avait laissé vacante et Oliver McCall, qui est plus en état, ben, enfin, est juste plus en état, peut pas combattre. Malgré tout, il monte sur le ring. C'est 5 rounds pénibles à voir et ben, il lâche, il abandonne de la pire des façons possibles, mais bon, enfin, vu dans les conditions dans lesquelles il était, c'est vraiment difficile de lui reprocher, mais McCall lâche au 5e round et ben, Lewis enchaîne des défenses de titre prestigieuses, affronte et dans un très beau duel. Grand duel, enfin à mes yeux, c'est pas des combats que j'affectionne particulièrement, mais c'est vrai que dans l'histoire, c'est un grand duel des heavyweights. Evander Holyfield, le taulier de la division à cette époque-là. Et il l'affronte 2 fois, match nul au premier, il le gagne au deuxième combat. Puis, il affronte quelques adversaires, prestigieux, enfin j'ai notamment en tête, David Tua, mais, Tua c'est une purge ce combat et le reste c'est pas enfin il démonte des gens, mais c'est l'adversité est pas vraiment pas exceptionnelle. Et puis arrive un autre accident industriel qui s'appelle Asim Rahman et qui met un chaos extraordinaire à Lewis. Mais Lewis, il ne se déboulonne pas. Il revient, l'année suivante et il lui place un KO iconique et devient lui aussi pour, la 3e fois champion du monde heavyweight. Il bat Mike Tyson, un Mike Tyson, enfin je vois même pas quel terme on peut qualifier ce Mike Tyson là. Et il finit sur, un combat dantesque. Enfin, pour moi, le plus grand combat, de la carrière de Lewis. Pas la plus grande victoire, mais le plus grand combat à mon sens. Face à Vitali Klitschko, avec une fin un peu en queue de poisson, mais objectivement, Lewis, sur les 2 derniers rounds, domine très largement et tu vois Klitschko, mais on a l'impression qu'il est passé au travers d'un pare-brise. Après le regret, ben, c'est que c'est toujours pas, c'est qu'il y a jamais eu la revanche. Quand on voit ce qu'a fait Klitschko par la suite, c'est clairement une des plus grandes victoires de Lewis et dans un combat absolument dantesque qu'il faut vraiment voir. C'est un combat à voir et il finit sa carrière là-dessus. Donc pour moi,
pour aller plus haut, pour moi, Lennox Lewis manque de grands combats. Il a de grandes performances, mais les vrais grands combats, enfin, il y a son combat contre Mercer, il y a son combat contre Klitschko, mais les vrais grands combats, à mon sens, il y a enfin, ouais, à mon sens, il y a pas eu plus que ça. Mais c'est vraiment un homme de grande performance et c'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre en dessous de cette 9e place. Et passons, voilà, Larry Holmes. Larry Holmes qui est, le grand mal-aimé de ces catégories, même si, voilà, aux yeux des spécialistes, enfin, il a beaucoup de crédit, mais auprès du grand public, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, alors que c'est l'un, si ce n'est même le meilleur heavyweight de l'histoire. Le mec, il était à peu près parfait. Il y a juste à courte distance où il était pas spécialement à l'aise et encore, il pouvait performer là-dedans, mais c'est l'un des meilleurs jabs, de l'histoire des heavyweights. C'est un IQ box stratosphérique. Donc il commence sa carrière, assez tôt, hein, je sais plus en quelle année, au tout début des années 70. Il enchaîne, énormément de victoires et énormément de KO. Voilà, et la plupart de ses victoires, c'est avant la limite. Puis il a, une demi-finale mondiale qui est un combat enfin incroyable face à Ernie Chevers qui est lui aussi injustement oublié aujourd'hui, du moins du grand public. Alors que c'est, le plus grand puncher de l'histoire de la catégorie. Voilà, il y a pas débat, Ernie Chevers, plus grand puncher de l'histoire de la catégorie. Et Larry Holmes, il le prend, combat dantesque, combat extrêmement disputé, mais à haut IQ box, heu, Holmes glane l'extrême, majorité des rounds et s'empare de la ceinture, enfin non, pardon, je dis de la connerie, c'était une demi-finale, WBC. Puis il prend Ken Norton, pareil, un grand mal aimé, heu, des combats passionnants face à Ali, Mohamed Ali, et ils te font un des 5 plus grands combats de l'histoire des heavyweights. C'est techniquement, tu peux pas faire plus beau et en intensité, c'est dinguissime et le dernier round est indescriptible, vraiment indescriptible et Larry Holmes, avec un démarrage plus rapide, à mon sens, glane la ceinture WBC des heavyweights et enchaîne sur l'un des plus grands règnes de l'histoire des heavyweights. Je vais pas vous citer tous les noms parce que c'est beaucoup trop dense, mais le nombre de, hem, le nombre de défenses de titre face à des adversaires prestigieux, hein. On parle quand même de mecs comme, Tim Winterspoon, hein, ce qui est pas rien et en plus, c'est des combats dantesques, hein. C'est vraiment des énormes combats. Mais malheureusement, bah, il y a pas le prestige derrière cette génération qui est une génération oubliée de manière générale. Enfin, tout le monde dit que c'est une génération de merde alors que non, c'était une putain de bonne génération et Larry Holmes les a tous affrontés et les a tous battus. Donc de 1978 à 1980, alors 83 pour la ceinture WBC et ensuite il prendra le premier champion IBF, je crois même de quoique non, enfin c'est le premier champion IBF de l'histoire de la catégorie et c'est l'un des tout premiers champions IBF tout court, qui défendra face à James Smith, c'est pas rien et je crois qu'il y a 2 autres, enfin il y a une ou 2 autres défenses, mais j'ai plus les noms en tête mais en plus je crois que c'était de très bons. Carl Williams, voilà, une autre défense face à Carl Williams, qui est la victoire très controversée de Holmes. Puis il perd, bon, de façon compréhensible face à Michael Spinks et le deuxième combat, il se fait voler. C'est inacceptable, il se fait honteusement voler. Larry Holmes se fait honteusement voler. Après ça, il prend une première retraite. Il sort de sa retraite, il est pas prêt pour battre surtout ce Mike Tyson-là. Il se fait massacrer inévitablement quand tu vois les conditions. Mais après, il fait un retour, il enchaîne quelques victoires et enfin, pour moi, c'est pas un immense comeback, sa période dans les années 90. C'est excellent, hein, il est quand même le premier à battre Ray Mercer. Il fait une bonne performance face à Oliver McCall.
Mais à part ça, il y a pas grand-chose. Et après, bon, quand même pour le mentionner parce que je pense que quand on connaît, on aime tous ce boxeur, mais il finit sa carrière face à Butterbean, voilà, qui est un des boxeurs enfin, et c'est vraiment pas un boxeur de haut niveau, jamais. Butterbean, il a fait, un combat en 10 rounds face à la Holmes, mais c'était enfin, c'est un boxeur, mais ultra fun à voir. Vraiment, voilà. Donc voilà la carrière de Larry Holmes, injustement oubliée, enfin auprès du grand public, mais une carrière, hallucinante et qui méritait largement cette, 7e place, enfin cette 8e place, voilà. Et là, enchaînons avec là où je vais me faire descendre, mais j'ai des arguments pour, cette place-là. Voilà. Oui, 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 je suis un enfin ouais, j'aime bien quand on m'engueule. Voilà, je mets, Mohamed Ali seulement à la 7e place. Alors, je dis absolument pas que Mohamed Ali est surcoté ou quoi que ce soit. Je comprends totalement. C'est indiscutablement le boxeur le plus important de l'histoire, quoi qu'il arrive. Mais d'un point de vue purement sportif, c'est immense, hein, je peux pas dire le contraire. Mais enfin, il y a des entourloupes. C'est combat contre Liston, hein. Avant ça, le 1er combat contre Henry Cooper qui, enfin voilà, jamais de la enfin il doit pas gagner ce combat et surtout pas de cette manière, surtout qu'il est complètement KO, au 3e round. Voilà, il y a ces 3 combats contre Norton qui sont extrêmement controversés et même ces combats contre Leon Spinks, c'est pas forcément des plus clairs. Donc voilà, quand tu vois la carrière de Mohamed Ali, c'est immense bien sûr, mais il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. De plus, sa période dans les années 60, enfin, c'est une des pires générations heavyweight, je suis désolé de le dire. Il y a Sonny Liston, il y a Floyd Patterson, voilà, il y a un peu Ernie Terrell qui sortait un peu du lot, mais pareil, ça, tu le mets face à n'importe quelle autre génération, il se fait rouster. Donc voilà, cette période des années 60, c'est une des pires périodes de la fin des années 60, c'est une des pires périodes des heavyweights. Même s'il est très dominant, même s'il enchaîne, beaucoup de défenses de titre en peu de temps. Après bien sûr, oh et aussi dans les moins, on me cite beaucoup: «Ouais, 6 fois boxeur de l'année, blablabla». OK, sauf que les nominations de Ring Magazine les plus douteuses, c'est par rapport à Mohamed Ali, hein. Parce que je suis désolé, en 1963 et en 1978, jamais, au grand jamais de la vie, il est boxeur de l'année. Et en 1963, enfin même ces 2 années-là, hein, 1963 et 1978, les combats de l'année où il y a Ali, je suis désolé, c'est pas des combats de l'année. Le combat contre Doug Jones, le premier round est exceptionnel, mais le reste est contrôlé par Ali et Leon Spinks, excellent combat, mais on a vu mieux cette année-là. Donc vraiment les nominations de Ring Magazine les plus douteuses, je suis désolé, c'est par rapport à Ali, mais voilà, ça c'est un peu du chipotage et c'est surtout pour justifier cette 7e place parce que en vrai, tu le mets premier, ça me dérange pas. Vraiment, ça me dérange pas, c'est juste pour que pour moi, les zones d'ombre le placent à cette 7e place. Mais il enfin, sa période dans les années 70, mais c'est dinguissime! Sa trilogie contre Frazier, sa performance face à Foreman, même si c'est, pas clair, ses combats contre Norton sont exceptionnels. Ce qu'il fait à Ron Lai, c'est monstrueux. Mais même son combat contre Ernie Chevers, waouh! Vraiment. Voilà, les zones d'ombre, enfin, je suis peut-être dur et je suis peut-être un peu de mauvaise foi, et pour moi, les zones d'ombre sont assez fortes, mais quand même, on peut pas retirer ce parcours exceptionnel à Ali, c'est vrai. Mais voilà, pour moi, il n'est qu'en 7e position et je vais vous expliquer, pourquoi avec le numéro 6. Voilà. Je pense que cette photo ne parle pas forcément à beaucoup de monde, mais pour moi, numéro 6, c'est Jersey Joe Walcott. Voilà, Jersey Joe Walcott. Oh là là. Boxeur, années 40, 50 et boxeur techniquement, c'est beau à en pleurer. Vraiment pour la catégorie des heavyweight. C'est pas la catégorie des heavyweight d'aujourd'hui, on est d'accord. Je crois qu'il est quasiment jamais allé au-dessus des 200 livres.
mais techniquement, mais c'est tellement beau! C'est beau, il a un des meilleurs footwork de l'histoire, surtout dans cette catégorie. Sa recherche d'angle, c'est magnifique et au-delà de tout cet aspect technique qui est, incroyable, il a dominé et il est resté au sommet de la KT, sans être champion, hein, mais il est resté au sommet de la KT pendant quoi? 10 ans! Il est resté au sommet de la KT pendant 10 ans et à la meilleure période des heavyweights. Voilà, et le premier qui me dit: «Ouais, ils se feraient tous marrer face aux poids lourds d'aujourd'hui», je flingue sa famille sur 3 générations, c'est compris? Parce que oui, aujourd'hui tu les fais c'est pas des heavyweights, on est d'accord. Mais sauf que, techniquement, ils te foutent une marave à tous les heavyweights d'aujourd'hui. En termes de dureté, il y en a aucun heavyweight d'aujourd'hui peut, supporter ce que les boxeurs de cette époque ont supporté. Et surtout, les combats sont exceptionnels. Tous les combats sont exceptionnels. Et pour parler un peu de sa carrière, alors Jersey Joe Walcott, il domine, c'est la bête noire de la KT pendant plus de 10 ans. C'est le grand adversaire de Joe Louis. Symboliquement, le grand adversaire de Joe Louis, c'est Max Schmeling, certes. Mais dans les faits, le plus grand adversaire de Joe Louis, c'est Jersey Joe Walcott. 2 combats, et aussi Jersey Joe Walcott, c'est celui qui a rendu battable Joe Louis. Parce qu'il faut pas oublier, le premier combat, il est très suspicieux, vraiment très, très suspicieux et pour beaucoup, ben, Walcott a gagné ce combat et après le deuxième combat, mais qui est encore plus exceptionnel, c'est un récital de Walcott, mais malheureusement, l'un des plus beaux contres de l'histoire de la boxe et Joe Louis qui finit. Mais Jersey Joe Walcott qui sort comme étant le plus grand adversaire de Joe Louis et qui fait prendre à Joe Louis sa première retraite. Voilà, et ensuite, Jersey Joe Walcott, il enchaîne les victoires. Il retrouve une chance mondiale. Et face à qui? Face à Charles. Où il fait, voilà, là je vais poser mes balls sur la table, la plus grande rivalité de l'histoire des heavyweights. Voilà, foutez-moi la paix avec les Ali Frazier, avec les Holyfield Bowl. La plus grande rivalité de l'histoire des heavyweights, c'est Jersey Joe Walcott contre Edgar Charles. Parce que c'est que des combats dinguissimes. Le premier combat extrêmement serré qui voit Charles l'emporter. Le deuxième qui a lieu quelques années plus tard, masterclass de Charles, mais Walcott qui tient, enfin qui porte quand même ses couilles. Et le troisième qui est fabuleux. Walcott fait tous les ajustements et en plus c'est très peu de temps après, je crois que c'est 2 mois après. Mais Walcott fait tous les ajustements possibles. Il te sort une performance indescriptible et Charles se déboulonne pas, hein. Mais qu'est-ce que fait Walcott? Il te sort l'une des plus grosses patates de l'histoire de la boxe et le chaos est terrifiant, mais vraiment ça fait peur, hein. Vraiment ça fait très, très peur. Et après ça, bah, tu le quatrième combat, mais qui est waouh! Extrêmement serré et peut-être que Charles l'aurait mérité, mais enfin, quand tu fais un combat comme ça, il y a pas de perdant ou de vainqueur. Et Walcott, il te sort ça et il conserve ce titre, des heavyweights. Et d'ailleurs, petit aparté, mais il devient le plus vieux champion du monde de l'histoire de la boxe à ce moment-là, à 39 ans. Bon, il y en a un autre qui battra tous les records, mais il devient le plus vieux champion du monde de l'histoire, à cette époque-là. Ce qui est vraiment pas rien, surtout quand tu as une telle carrière derrière toi. Et après ça, voilà, on en parle, voilà, mais après ça, il te prend qui? Il te prend la terreur de la boxe de manière générale. Il te prend Rocky Marciano et il te fait le plus grand combat de l'histoire des heavyweights. Voilà, oui, il y a débat évidemment, mais pour moi, mais c'est enfin, il y a aucun superlatif assez fort pour décrire ce combat. Les 2, enfin, Walcott qui domine techniquement, mais qui veut foutre en l'air, Marciano, hein, et d'ailleurs qui l'envoie au sol au premier ou au deuxième round. Marciano qui est Marciano. Il, heu, il va à la guerre, il lui amène le combat dans la gueule de Walcott, mais mais Walcott se déboulonne pas, il continue de dominer techniquement. Il y a la mort dans chaque coup, mais vrai
quand je dis la mort, c'est vraiment la mort. Les 2 voulaient se tuer ce soir-là. Là et l'intensité est dinguissime. Il y a la violence à chaque échange est d'une violence indescriptible et ça tient comme ça pendant 13 rounds et Walcott, il diminue pas tant que ça en termes d'intensité tout ça, hein. Il reste à peu près le même pendant 13 rounds. Sauf que je pense qu'il perd un tout petit peu de lucidité, ce qui permet à Marciano de placer la droite la plus violente de l'histoire de la boxe et vraiment ce qui enfin, voilà, c'est dinguissime. Walcott qui perd malheureusement, mais qui, enfin, qui te sort le plus grand combat de l'histoire des heavyweights et c'est pour ça que, la 6e place, je peux pas sortir enfin, tu peux, je à mon sens, je peux pas mettre, Walcott, en dessous. Voilà. Bon et pour la 5e place, voilà, en parlant, enfin, c'est le grand adversaire de Walcott, c'est Ezzard Charles. Ezzard Charles qui est, voilà, j'en ai déjà parlé dans mon top 10 techniquement, le premier épisode de la série de Qui est le GOAT sur mon le top all time, je l'avais mis 7e parce parce que, enfin, c'est techniquement, enfin, voilà quoi, il est à mettre dans le top 3 des meilleurs boxeurs, pugilistiquement des meilleurs boxeurs de l'histoire, vraiment. Oh, il est à mettre aux côtés d'un Sugar Ray Robinson. Et Eddard Charles, c'est la terreur, déjà. En amateur, enfin, il a c'est pas une grande carrière amateur, c'est pas beaucoup de combats, c'est que 53 combats, mais il les gagne tous et il remporte les Golden Gloves. Ce qui, de tout temps, les Golden Gloves avaient une réelle signification. Et ensuite, il arrive, chez les professionnels, il commence en middleweight, il bat les plus grosses terreurs du circuit. Il arrive en light heavyweight et vous savez enfin, il te sort l'un des meilleurs runs. Bon, il a juste pas été champion, hein, mais il n'empêche que c'est un des plus grands light heavyweight de l'histoire. J'en ai parlé dans le 2e épisode de Qui est le GOAT et il débarque chez les heavyweights. Bon, déjà, ça commence de façon assez tragique, ses débuts en heavyweight parce que son premier adversaire, il décède. Il décède, suite au combat, malheureusement et après ça, Charles, il change de style. Il commence d'un styliste ultra agressif, il devient l'un des meilleurs boxeurs défensifs de l'histoire et quelque part, enfin, à mon sens, il est, aussi bon qu'un Floyd Mayweather ou qu'un Pernell Whitaker dans le style défensif. Parce que oui, il prend beaucoup de coups et il y a énormément de guerres, mais quand tu es pas un heavyweight et que tu fais ça, enfin, voilà quoi, c'est dinguissime. Voilà et ensuite, j'en ai parlé, la plus grande rivalité de l'histoire des heavyweights face à Jersey Joe Walcott. Il est le premier depuis Max Schmeling à battre Joe Louis et clairement dans un combat mythique, hein, voilà, dans un combat mythique et il le bat très clairement. Voilà, ensuite, il y a la traversée du désert qui a été, Jersey Joe Walcott avec ce KO mais, dantesque et après ça, c'est le plus grand adversaire de Rocky Marciano et ça, j'en démords pas, c'est celui qui lui a donné le plus de difficultés sur les 2 combats. Le seul à avoir tenu les 15 rounds face à Rocky Marciano et dans un combat incroyable, vraiment dans un combat incroyable et le deuxième combat, là, c'est, tuer ou être tué pour Charles. Bon, malheureusement, il est face à Rocky Marciano donc tuer ou être tué, ça face à Rocky Marciano, ça peut que être tué, voilà. Mais voilà et après bon, c'est la longue déchéance pendant des années, il va essayer de boxer mais il va perdre un combat sur 3 minimum donc c'est terrible. Mais vraiment, tout ce qu'il a fait à la façon d'un Floyd Patterson sans être un heavyweight, c'est dinguissime quand même. C'est ouais, c'est juste dingue. Après, c'est vrai que, en fait, moi j'hésite à chaque fois. À chaque fois que je pense, à Jared et Joe Walcott, et à Eddard Charles, je me dis: «Putain, lequel est au-dessus?» Franchement, j'en sais rien. Là, je vous mets Eddard Charles au-dessus, mais demain, je vais vous dire l'inverse et je vais inverser les places. D'ailleurs, à la base, je mettais, Eddard Charles 6e et Walcott 5e. Donc voilà, moi, j'ai les 2 pour moi sont, pareils en termes de legacy chez les heavyweights. Donc voilà, voilà, moi et pour faire un choix, là, je vous mets Charles, simplement.
Mais voilà, Eddard Charles, dinguissime, dinguissime dans toutes les catégories où il a été. Mais malgré tout, et ben, chez les heavyweight, il y a plus fort et pour moi, ben, le numéro 4 déjà et ouais, George Foreman. Voilà, George Foreman, c'est dingue. Enfin déjà gros, énorme palmarès chez les amateurs, hein. Champion olympique putain, j'ai même plus la date. Je ouais, 1968, ouais, 1968, hein. Donc ouais, Ali, champion en 60, Frazier 64 et Foreman, 68, donc c'est ça. Voilà, champion olympique 1968. Chez les pros, il roule sur tout le monde, mais vraiment tout le monde, notamment sur Georges Chuvalo que je vous ai rapidement évoqué face à, enfin par rapport à Patterson. Foreman, enfin, détruit comme personne n'a jamais détruit, Georges Chuvalo. Il fait ce que personne n'a fait face à Georges Chuvalo, même Joe Frazier. Et après ça, il continue, il met KO sur KO. Puis arrive, l'exécution. Voilà, face à Joe Frazier. Alors, combat de l'année 1972, je comprends rien moi. Enfin, je comprends pas pourquoi ce combat est combat de l'année. Ça n'a aucun Je suis désolé, mais ça n'a strictement aucun sens. Parce que George Foreman, enfin, Joe Frazier ne peut rien faire. Foreman, il a la distance, il a la puissance et il a même quelque part la technique, hein, parce que certes, c'est extrêmement large, il y a des ouvertures, mais à faire passer les buildings. Sauf que George Foreman, tous ses coups, ça touche, hein. Absolument, tous ses coups, il touche. Il est d'une précision incroyable et t'enchaîner tout, hein. Il peut t'enchaîner crochet du gauche, il peut t'enchaîner énorme droite, il peut t'enchaîner uppercut de tous les côtés, il peut aller au corps. Oui, c'est vrai que c'est pas propre, mais c'est une efficacité, mais qu'on n'a quasiment jamais vue. Donc il devient champion. Il te fait une autre démonstration face à Ken Norton qui sortait de ses 2 premiers combats contre Ali. Après, ben, il y a la fameuse, il y a le le mythique Rumble in the Jungle où, ben, mine de rien, ce qu'il fait Ali sur ce combat, enfin, même s'il le perd, mais personne n'a fait ça à Ali, absolument personne. Même, même Larry Holmes ou Trevor Berbick des années plus tard, alors que Ali est complètement fini, personne n'a fait ça à Ali, malgré tout. Et même s'il perd, ben, quelle performance! Et après il enchaîne, enfin il fait directement son combat de reprise face à Ron Lyle qui Ron Lyle, sortait bon d'une démonstration face à Ali, mais surtout d'un combat, pardon, mais d'un combat mais, heu, indescriptible face à Ernie Chevers et avait gagné le bras de fer face à Ernie Chevers, qui est, dingue. Et ben là, combat de l'année à 1976 et c'est pas discutable. C'est même pas discutable. 5 rounds, mais c'est indescriptible. Ils te mettent les pires coups qu'on ait jamais vus et enfin d'abord Foreman tombe, puis il envoie Ron Lyle au tapis, mais de façon magistrale. Puis, là, il le renvoie au tapis et après Foreman, 5e round, il reprend son travail de démolition et là, il ne peut plus rien faire. Et ensuite, ben, il te rebat Joe Frazier et je me demande s'il rebat pas Ken Norton. Je suis pas sûr, mais voilà, une chose est sûre, il rebat Joe Frazier et il l'humilie une nouvelle fois. Puis il enchaîne, encore quelques victoires assez prestigieuses et puis, ben, une autre catastrophe industrielle qu'on appelle, Jimmy Yang dans un énorme combat, mais voilà, Foreman n'a pas pu faire grand chose. Il prend une première retraite et 10 ans plus tard, alors qu'il est, ben, voilà quoi, il est comme ça et enfin on est encore pire que ça, il te fait le plus grand comeback de l'histoire des lourds, enfin même de l'histoire de la boxe tout court. Certes, c'est un comeback qui prend son temps et déjà ce qu'il fait à Jerry Cooney, c'est très spectaculaire. Son combat face à, Evander Holyfield, mais injustement oublié alors que c'est de la dinguerie, mais de la dinguerie! Et voilà, Foreman, lose the fight but win the night.
Après, il y a son combat contre, Morrison, bon, voilà, qui est quand même un excellent combat, faut le dire, mais qui a pas le enfin, là, qui est pas du tout la même chose et il perd encore une nouvelle, chance mondiale. Puis arrive Michael Moorer et là, waouh! Alors qu'il se faisait dominer de la tête et des épaules, il lâche rien, il essaye de se révolter à chaque fois et ça fonctionne. Ça se voit peut-être pas sur le moment, mais ça fonctionne et après il te sort le plus gros enfin, il te sort un chaos exceptionnel face à Michael Moorer, qui était encore invaincu, qui venait de détrôner Evander Holyfield et qui était aussi une terreur. Bon, rétrospectivement, Michael Moorer, il était indescriptible dans light heavyweight, mais il était pas exceptionnel chez les heavyweight et voilà voilà, il te pas il alors que et Michael Moorer, enfin, niveau code de Paris, j c'était enfin voilà, c'est reste un immense upset ce combat. Mais Foreman, ben, devient, champion le plus vieux champion du monde de l'histoire, toutes catégories confondues et ce record ne sera battu que, des a p p que, 15 ans plus tard par Bernard Hopkins et après bon, combat controversé contre Axel, Schulz. Enfin, putain, je prononce, comme une merde, désolé. Et après, ben, petite fin de retraite et mine de rien, son dernier combat face à Shannon Briggs était une terreur à l'époque, faut pas l'oublier. Et ben, il bat Shannon Briggs. Oui, c'est une défaite, mais moi je suis pas d'accord, c'est une claire victoire de Foreman ce combat et un super combat et voilà. George Foreman, phénomène indescriptible à ses débuts et qui devient le plus vieux champion, du monde de l'histoire. Voilà, c'est juste légendaire et c'est quand même dingue qu'on ait pu faire plus légendaire que ça. Donc passons au podium, à commencer par Evander Holyfield. Evander Holyfield, voilà, je crois que c'est le recordman du plus grand nombre de classic fight dans dans la catégorie, heavyweight, c'est dinguissime. Déjà, il commence, chez les, alors à la base, c'est un light heavyweight, faut pas oublier. Sa médaille d'or, c'est chez les light heavyweight et sa première grande période, c'est les cruiserweight. Bon voilà, on va pas se le cacher, énorme soupçon de dopage avec Holyfield. Mais bon, en attendant, tout le de page peut-être, mais comment faire plus légendaire chez les heavyweight, quoi? Son premier combat, il te met KO James Smith, qui est le premier à avoir tenu la distance face à Mike Tyson. Ensuite, il te fait un combat mythique, enfin pas assez connu, mais dantesque face à Michael Dox. Voilà, Michael Dox, c'est qui était pas n'importe qui, faut pas l'oublier. Il te refait un classic fight face à Alex Stewart. Il te prend le titre de façon magistrale face à, Buster Douglas. Il te fait un règne enfin, un premier règne très impressionnant. George Foreman, combat dantesque. Hem, alors attendez, je vais aller vérifier parce que je crois que j'ai fait une grosse erreur. Tac, 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 attendez, tac, 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 nan, 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 nan. Ah ouais, oui, ouais, donc déjà énorme guerre face à Alex Stewart, combat contre George Foreman. Il te prend Bert Cooper qui était un grand nom de l'époque, il te fait encore un classic fight et il le gagne avant la limite. Voilà, Larry Holmes qui est un grand combat de pugilisme, c'est pas un combat spécialement excitant, voilà, c'est pas un grand combat, mais quand même, pugilistiquement, c'est exceptionnel et qui rappelle le pédigré de Holyfield. Parce que certes, Larry Holmes était plus Larry Holmes, enfin, était plus le même Larry Holmes, mais ça restait un énorme client et il gardait toujours la Sweet Science et Holyfield l'a dominé à la Sweet Science, ce qui veut dire beaucoup, vraiment. Et après ça, oh, ses combats contre Eric Bow. Premier combat, mais voilà, aussi un des plus grands combats de l'histoire des heavyweight, à mettre dans le top 5 assurément. Assurément et bon, qui perd, mais quelle défaite, quoi! Quelle première défaite en carrière! Et attendez, je vérifie 2 secondes. Voilà, heu, bien.
Voilà et après ça, ben, il te fait un deuxième combat contre Alex Stewart. Bon, c'est plus le même combat, mais ça reste quand même un excellent combat. Puis il te fait la revanche contre Eric Bowe, encore un combat dingue et il devient, double champion heavyweight. Puis tu as, voilà, puis tu as le GWAC Michael Moorer, parce que ce combat, ça reste un GWAC. Il y a, le problème au cœur, mais voilà, quand même, il te fait le retour et il vient te battre Ray Mercer, voilà, qui avait déjà été battu, mais il battre Ray Mercer, même à l'époque, mais c'était dingue, c'était complètement fou et après ça, ben, en plus la trilogie. Alors, personnellement, c'est un combat que j'aime pas. Voilà, c'était même pas juste pour la finalité, mais le combat en lui-même, voilà, personnellement, c'est pas le type de combat que j'aime, mais bon, franchement, comment faire, comment tu veux faire quelque chose, enfin comme ça? Et bah, Holyfield perd par KO et à ce moment-là, tout le monde dit: «Non, c'est trop dangereux, faut qu'il prenne sa retraite» et il prend pas sa retraite. Il prend pas sa retraite et l'année suivante, en 96, il te fait le combat de l'année face à Mike Tyson. Pour moi, c'est pas le combat de l'année, hein, mais ce qu'il fait face à Mike Tyson, c'est légendaire. Oui, c'est plus grand Mike Tyson, mais ça restait quand enfin, sur la lancée sur laquelle était Mike Tyson, même si rétrospectivement c'était pas ouf, mais à l'époque, tout le monde était terrifié par Mike Tyson et il faut pas oublier que Mike Tyson, il était archi favori. En termes de code de pari, on n'était pas si loin que ça que Mike Tyson contre Buster Douglas et Holyfield, il te sort une performance ahurissante et il te claque un KO, enfin un arrêt de l'arbitre quand même très, très violent. Après, il y a le GWAC du 2 combat. Ensuite, il prend sa revanche de façon magistrale face à Michael Moorer. Voilà, une bonne défense de titre face à, Von Bean, bon, qui est pas resté dans la légende. Puis ces 2 excellents combats face à Lennox Lewis, même si pour moi il perd les 2. Voilà, faut quand tout le monde n'est pas capable de faire ça face à Lennox Lewis. Et après ça, 4e fois champion du monde! Il devient 4 fois champion du monde face à John Ruiz dans une très belle trilogie. C'est pas au niveau de Bo Holyfield, on est d'accord, mais ça reste une très, très belle trilogie. Bon, qui finit en queue de poisson avec le draw et qui a jamais eu de 4e combat. Voilà et d'ailleurs toutes les décisions sont archi controversées, ce qui est quand même assez drôle et après ça, ben, il continue, de très, très bons combats, hein, face à Chris Bird, même s'il se fait dominer, heu, face à Nikolai Valouev où il se fait voler, il aurait dû être 5e fois champion du monde des heavyweights et après ça, ben, il y a, Sultan Ibragimov où là, il y a pas enfin, c'est un combat dégueulasse et Sultan Ibragimov, c'est un mec dégueulasse, on est d'accord. Enfin, c'est un boxeur dégueulasse, on est d'accord. Et après ça, de petites, magnifiques victoires pour conclure sa carrière. Mais, enfin voilà quoi. Une longévité incroyable parce que c'est quand même, presque 20 ans dans la catégorie. Alors pas 20 ans au plus haut niveau, on est d'accord, mais 20 ans dans la catégorie. Alors qu'en 92, enfin non pas 92, je dis de la merde. En 93, on était persuadé que c'était fini, hein. Enfin 94 plutôt. Après Michael Moore, on croyait que c'était fini, mais non, il va rester encore comme ça pendant 15 ans. Voilà et Evander Holyfield mais voilà, indescriptible et pour qu'il ne soit que 3e à mes yeux, faut quand même faire extrêmement fort et justement les 2 premiers le deuxième c'est voilà, Rocky Marciano et waouh, waouh, waouh! Rocky Marciano, invaincu. Voilà et c'est le grand invaincu de la boxe. Plus que Mayweather parce que Marciano, il a pris que des risques pendant toute sa carrière. Mayweather, il a pris des risques certes, mais il y a quand même une bonne partie de sa carrière qui est bien calculée. Mais Marciano, c'est que des guerres premièrement, c'est que de la violence et enfin voilà, Rocky Marciano, c'est Rocky Marciano. Et il arrive là, à la meilleure période des heavyweights, je le répète. Et c'est la meilleure génération de heavyweight. Il les a tous mis KO. Vraiment, il les a absolument tous mis KO. Déjà, il débarque, enfin, au plus haut niveau mondial face à Roland Lastarza, qui est
la victoire controversée de Marciano face à un Roland Lastarza qui était, un peu le Jersey Joe Walcott de la génération suivante, à mon sens. Et ben, enfin, je sais pas s'il y a des images de ce combat, mais de ce que j'ai pu lire, c'était un combat exceptionnel. Marciano gagne la décision de peu. Ensuite, il te fait le plus grand combat de l'histoire. Enfin, non, merde, je suis con. D'abord, le dernier adversaire de Joe Louis, dans un énorme combat, hein, dans un énormissime combat. Joe Louis n'est plus Joe Louis, mais ça reste un énormissime combat. Et après ça, il te fait le plus grand combat de l'histoire des heavyweights face à Jersey Joe Walcott. Et je le redis, mais il te sort la droite la plus violente de l'histoire de la boxe et le KO le plus violent de l'histoire de la boxe. Et j'en démordrai jamais. Et après ça, son règne, c'est relativement court, c'est que 6 défenses de titre. Mais comment tu veux faire plus légendaire, quoi? Comment tu peux faire plus légendaire? Déjà, il te redétruit Jersey Joe Walcott à la revanche. Ensuite, il prend. Alors, je sais. Bon, ensuite, il y a la revanche contre Roland Lastarza, combat de l'année. Enfin, et combat. Oh là 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 là, combat dantesque. Ensuite, les deux énormissimes combats face à Eddard Charles. Il y a enfin, il y a une autre défense de titre face à un mec dont j'ai oublié le nom. Et puis, il te prend Archie Moore. Archie Moore, le GOAT des light heavyweight. Et, euh, et combat exceptionnel où Archie Moore met Rocky Marciano dans le dur. Mais Marciano, c'est Marciano. Et il le bat. Et encore un KO retentissant. Et voilà quoi. Alors, je l'ai dit en début de vidéo, pour moi, j'ai toujours le petit regret qu'il n'y ait pas eu le combat face à Floyd Patterson. Mais déjà, je pense qu'il l'aurait gagné. Et ensuite, enfin voilà, Rocky Marciano, c'est une carrière, mine de rien, c'est courte, hein. C'est une carrière qui fait tout juste à peine 10 ans, ce qui pour une carrière professionnelle, pour des légendes est quand même relativement court. Mais enfin, c'est que des guerres, c'est que des combats restés dans l'histoire, c'est face à la meilleure génération de heavyweight de l'histoire, je le redis. Il te finit la carrière de Joe Louis. Enfin, voilà, il te finit la carrière de Joe Louis et Jersey Joe Walcott. Il bat Eddard Charles. Voilà, rien que là, ça te fait. Bon, je spoil, mais c'est évident. Voilà, il te met KO trois des mecs qui sont dans mon top. Donc comment tu veux faire plus gros, quoi? Enfin, c'est vraiment dingue. Mais mine de rien, enfin, mais malgré tout ce que j'ai pu vous dire, Rocky Marciano, c'est ahurissant, c'est mythique, c'est tout ce que vous voulez. Aucun superlatif n'est assez fort pour décrire tout ça. Mais le GOAT, quoi qu'il arrive, ben c'est Joe Louis. Quoi qu'il arrive, c'est Joe Louis. Et voilà quoi, le débat est clos depuis depuis toujours, hein. Alors je me suis pas bien renseigné sur sa carrière amateur, enfin je sais même pas s'il en a une, mais déjà, il débarque, c'est une fusée, hein. C'est une fusée, il enchaîne je sais pas combien de combats en 3 ans. Il obtient déjà sa chance mondiale, hein. Il obtient déjà sa chance mondiale face à Max Schmeling. Et à l'époque, avoir sa chance mondiale après seulement 3 ans de professionnalisme, c'est enfin, c'est unique, hein. Moi, à ma connaissance, il n'y a aucun autre boxeur qui a fait ça, à cette époque-là. Et oui, il perd, mais dans un combat dantesque. Aussi dans un combat qui est, alors, enfin, qui est aussi à mettre dans les 10 plus grands combats de l'histoire des heavyweights. Il le perd, mais enfin, voilà, et ça reste un upset, hein. Tout le monde voyait Joe Louis l'emporter, donc c'est quand même assez impressionnant. Mais Joe Louis, ben, il revient, évidemment. Il prend le titre de façon tonitruante en KO, hein, au premier round, face à, putain, quel connard, j'ai oublié son nom. Attendez, je vais aller chercher. Voilà. Ah oui, face à James J. Braddock. Voilà, qui restait un énorme nom, qui avait battu Max Schmeling, qui avait battu tous les mecs de cette génération, qui est aussi une génération dinguissime, Et voilà, il te massacre, enfin de souvenir, je crois qu'il le massacre en un round et après, ben, 12 ans. 12 ans de règne.
Il a régné pendant 12 ans comme un despote, mais vraiment comme un despote sur la catégorie. Il rebat Max Schmeling en le détruisant au premier round, ce qui montre à quel point il a progressé. Petit regret, il n'y a pas eu un troisième combat. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, je pense qu'on aurait tous aimé un troisième combat. Et malgré tout, ben, la génération était dinguissime et il te massacre absolument tout le monde. Voilà, sur une magnifique génération, il t'atomise tout le monde. Il te fait le plus long règne de l'histoire de la boxe. Il t'établit le record du plus grand nombre de défenses de titre dans l'histoire de la boxe, qui n'est toujours pas battu aujourd'hui. Ça veut dire beaucoup de choses, hein. Il y en a qui se sont approchés, jamais personne l'a battu. Ça veut dire énormément. Et surtout que Joe Louis, ben, enfin voilà, je le répète, mais c'était dans une génération incroyable. Et il fait ça. Bon, et après, il y a ces deux combats dantesques face à Jersey Joe Walcott. Ben, malgré tout, il les gagne, il est pas ridicule. Il te sort un des KO les plus violents de l'histoire enfin, de son histoire face à Walcott lors du deuxième combat. Après, il revient et même s'il est surclassé face à Ezzard Charles techniquement, bah, il le met dans le dur. Et quand tu vois la fin du combat, bah, les deux sont aussi marqués l'un que l'autre et ça reste un excellent combat. Je me demande même si c'est pas un fight of the year. Voilà, à vérifier, mais voilà, en tout cas, il était dans les discussions, je pense. Et après, ben, il bat les petits noms de cette époque-là, mais je vous rappelle qu'on est dans la meilleure période des heavyweight et donc même les petits noms, ce sont d'énormes boxeurs et il les bat et la plupart, il les met KO. Et puis, ben, là, il y a son chant du cygne face à Rocky Marciano dans un combat dantesque et voilà. Et pour, reciter le palmarès, enfin, ouais, pour citer le palmarès de Joe Louis, 72 combats, 69 victoires, 57 par KO, 3 défaites. Voilà. Ça, c'est un palmarès qu'on aurait pu voir dans les années 80-90. C'est pas le genre de palmarès, ça reste quand même un précurseur, mine de rien, en termes de palmarès. Enfin, il y a aucun palmarès comme ça à cette époque là-bas, de là-bas. Enfin, à l'époque de Joe Louis, personne n'avait un palmarès comme ça. Seulement 3 défaites face à des légendes, hein. Franchement, Ezzard Charles qui est 5e pour moi, Rocky Marciano qui est juste derrière lui et Max Schmeling qui est dans le top 20, quoi qu'il ait enfin voilà, tu peux pas faire voilà, qui est dans le top 20. Voilà, ces 3 défaites sont face à des légendes absolues et il a battu tout le monde. Tout le reste, il les a battus et il y a même pas eu un match nul et voilà. Que dire de plus? À part dire que oui, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui arrivera dans le futur, Joe Louis est et restera le plus grand heavyweight de l'histoire. Et ce sont sur ces mots que je conclus cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Alors, je me suis fixé un objectif, voilà, et je vais essayer de m'y tenir. Avant la fin de l'année, je veux que ma chaîne soit à 300 abonnés, à au moins 300 abonnés. Voilà. C'est un objectif que je me suis fixé. Et pour ça, bah, ça vient avant tout de moi. Donc, je vais vraiment bosser. Là, l'été, j'étais un branleur, mais inacceptable. Branleur inacceptable. Mais là, je reviendrai très très fort. Et avant la fin de l'année, je veux qu'on soit 300 abonnés. Et pour ça, la majorité du travail vient à moi, mais j'ai avant tout besoin de vous. Et donc pour ça, ben, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le partage de la vidéo et surtout, le plus important pour moi, quoi qu'il arrive, eh ben, c'est le commentaire. Le commentaire, c'est excellent pour le référencement et surtout, je surkiffe lire vos commentaires et y répondre. Ça me permet de développer ma réflexion vraiment et c'est un bonheur à chaque fois que je lis un de vos commentaires. Donc vraiment, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de commenter la vidéo. Donc voilà, objectif 300 abonnés. J'espère qu'on pourra y arriver et quoi qu'il arrive, je vous remercie de suivre cette chaîne. Voilà. Voilà, et bien à très bientôt, portez-vous bien et moi je vous dis salut!